Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'est cher, car je suis moi-même touché par ce sujet depuis un moment, et toujours un petit peu en travail, en process par rapport à ça. Et le sujet, c'est l'idéalisation de notre partenaire. Donc finalement, c'est pour moi comment sortir de l'idéalisation de sa partenaire et retrouver une relation amoureuse qui est plus équilibrée et qui est plus saine. J'ai mis du temps à prendre conscience que j'étais moi-même dans une forme d'idéalisation, et quand j'en ai pris conscience, j'en ai finalement énormément souffert en me disant c'est pas normal, et puis finalement je me dévalorise beaucoup, je manque d'estime de moi au sein de la relation et je projette beaucoup d'attentes sur ma partenaire, mais c'est ce qui m'a aussi permis de prendre conscience de ça, de prendre du recul et de commencer à mettre en place des choses finalement pour sortir de cette idéalisation. Et avant toute chose, j'aimerais vraiment venir déjà sur, pour moi, l'une des premières steps qui est vraiment importante dans l'idéalisation, c'est de pouvoir déjà en prendre conscience, car souvent c'est quelque chose qui se joue de manière très inconsciente, et c'est déjà finalement comment je peux le reconnaître dans ma relation, et voir si en effet je suis dans une forme d'idéalisation par rapport à ma partenaire ou mon partenaire. Donc souvent ce qu'on retrouve dans l'idéalisation, il y a toujours une forme de dépendance affective, on a tendance à voir notre partenaire comme une meilleure personne que nous, on a tendance finalement à le placer sur un piédestal, on peut un peu le voir comme le centre de notre monde. Moi je sais que dans ma relation avec Chloé, au départ, donc il y a 8 ans de ça, je lui disais pendant 1 an, 2 ans, t'es vraiment mon soleil, t'es vraiment le centre de mon monde, sans toi je sais pas où j'irai, et typiquement ça c'est le genre de phrase qu'on peut avoir quand on est vraiment dans l'idéalisation de son ou de sa partenaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idéalisation, elle peut vraiment créer des jeux de pouvoir dans la relation. Typiquement, on peut attendre de l'autre qu'il nous sauve ou qu'il nous répare, et on peut vraiment le mettre dans une position soit de sauveur ou dans une position de parent, et ça bien sûr c'est de manière très inconsciente, mais je peux attendre de l'autre qu'elle prenne soin de moi, qu'elle m'apporte de la sécurité émotionnelle, alors que finalement c'est déjà moi à mon niveau, comment je peux prendre soin de moi, comment je peux guérir de mes blessures, et comment je peux moi-même m'apporter de la sécurité émotionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir finalement à quel point j'ai l'impression de dépendre de l'autre ou pas. Est-ce que je suis dans un rapport d'égalité à égalité dans ma relation de couple, ou est-ce que je suis constamment en train d'attendre des choses de ma partenaire comme si elle devait me réparer, me sauver et m'apporter des choses pour que je puisse me sentir épanoui. Donc finalement la question c'est un petit peu, est-ce que si demain ma partenaire n'est plus là, ou si demain je sais pas on a une relation à distance, ou si demain je suis pas forcément H24 avec elle, est-ce que demain j'arriverai à être aussi épanoui, et est-ce que finalement cette relation c'est juste comme un bonus, ça m'apporte juste du plus, ça apporte du plus sur du plus, et c'est pas une relation qui vient me sauver et qui vient me sortir d'une situation compliquée ou d'un mal-être. C'est vraiment le premier point que j'ai envie de viser avec l'idéalisation. Le deuxième point, c'est vraiment le manque d'estime de soi et la victimisation qui est souvent très présente dans une relation où on a de l'idéalisation. On a tendance à laisser l'autre finalement prendre le lead de la relation, et finalement on va avoir aussi des difficultés à exprimer nos besoins, nos opinions, des difficultés aussi à poser nos limites étant donné qu'on a l'impression d'être inférieur, et une fois de plus c'est inconscient, on se dit pas forcément je suis inférieur à toi, mais comme je suis en train de placer l'autre sur un piédestal, naturellement je le mets en position haute, moi je me mets en position basse, et naturellement j'ai tendance un petit peu à me déprioriser, à ne pas forcément me mettre en avant dans la relation, et je vais avoir l'impression que l'autre est le soleil et que moi je suis un petit peu la personne qui suit, et c'est là où finalement ça va venir renforcer le manque d'estime de soi, et ça peut aussi amener sur de la victimisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, si je suis vraiment dans cette forme de dépendance affective, c'est qu'il y a déjà sûrement un manque d'estime de moi et que j'ai du mal à me valoriser, et peut-être que j'attends que l'autre finalement me valide, me valorise pour pouvoir me sentir à un pied d'égalité, alors que normalement une relation saine, on a besoin d'être sur un pied d'égalité, on a besoin d'être entre adultes, et on doit éviter justement ces jeux de pouvoir entre parents, enfants, la personne qui sauve et la personne qui est sauvée. Donc en général, c'est qu'il y a déjà des choses avant la relation qui font qu'on est déjà dans une énergie de manque d'estime de soi, et ce manque d'estime de soi finalement on va venir le projeter, on va venir le renforcer au sein de la relation, et ça va venir aussi entraîner une forme de victimisation. La victimisation, ça va être une fois de plus le fait de me dévaloriser face à l'autre, ça va être aussi peut-être une stratégie de manipulation, comme je me sens inférieur par rapport à l'autre de manière consciente ou inconsciente, je vais avoir tendance à lui faire payer d'une certaine façon. Dès que cette personne va sortir un petit peu de l'image idéale que je peux avoir d'elle, je vais être déçu, et finalement je vais lui faire payer en lui faisant culpabiliser, en lui faisant comprendre que finalement c'est pas cette image que j'ai envie d'avoir, et que la personne que j'ai envie d'avoir en face de moi c'est l'image idéale, celle qui correspond un petit peu à mes fantasmes, et c'est là où finalement la victimisation peut venir de manière insidieuse au sein de la relation de couple et peut venir finalement tirer les deux vers le bas.
Par rapport à la victimisation, j'ai envie de vous parler des archétypes du masculin. Comme vous le savez, quand on est dans une énergie relativement passive et plutôt de victimisation, c'est en général quand on est dans un excès de féminité. Je dis pas que la féminité c'est la victimisation et la passivité, mais c'est quand, en tant qu'homme, on a du mal à connecter à notre masculinité, on a du mal à être un petit peu dans notre équilibre et on va avoir tendance à se victimiser. Et dans les archétypes, vous avez les 4 fameux archétypes, donc le roi, l'amant, le guerrier et le magicien. Quand on va être dans cet excès de passivité et dans cette victimisation, on va aller sur les archétypes, donc en excès de yin, et on va incarner finalement l'amant dépendant, le roi faible, le magicien fou innocent, le guerrier masochiste. Et tous ces archétypes, ils auront en commun justement cette victimisation. L'amant dépendant, c'est celui, une fois de plus, qui a du mal à exprimer ses besoins, qui a du mal à poser ses limites, et qui va être dans la dépendance relationnelle et émotionnelle par rapport à sa partenaire. Le roi faible, c'est celui qui va avoir du mal à prendre ses responsabilités, et qui va finalement laisser les autres prendre des décisions à sa place. Donc finalement, je vais laisser ma partenaire prendre le rôle du roi au sein de ma relation de couple, et je vais la laisser prendre les décisions et les initiatives. Le magicien faux innocent, c'est celui qui a du mal à briller, c'est celui qui a du mal à reconnaître sa valeur, et finalement il va aller le projeter sur une autre personne, car à défaut de pouvoir briller, il va préférer aussi éteindre la lumière de l'autre, car finalement justement il est dans une forme de mal-être, et tant qu'à ne pas briller, c'est mieux si aussi les autres qui sont autour de lui ne brillent pas. Et le guerrier masochiste, c'est celui une fois de plus qui est dépossédé de son pouvoir intérieur, de sa force, de sa combativité, le fait de pouvoir se faire confiance, d'être en action, d'être en mouvement, et qui finalement va se lamenter, va s'autoflageller, et qui va se faire passer pour une victime. Donc typiquement, si aujourd'hui vous avez la sensation dans les archétypes que je viens d'énoncer que vous incarnez à un moment ce roi faible, ce magicien faux innocent, ce guerrier masochiste, ou peut-être l'amant dépendant, c'est qu'il y a possiblement une énergie de victimisation, c'est qu'il y a sûrement une énergie de victimisation, et que cette énergie, elle est sûrement projetée à un moment dans votre relation de couple, peut-être dans votre business, dans vos relations avec vos enfants, ou dans vos relations avec vos proches. Donc ça peut être un indicateur de voir à quel point justement, si ce manque d'estime de soi, si cette victimisation vient pas justement renforcer l'idéalisation que vous avez de votre partenaire ou d'une personne de votre entourage. Troisième point, pour reconnaître l'idéalisation, on a souvent toutes les pressions et les projections qu'on peut avoir finalement par rapport à notre partenaire, qu'on peut projeter justement sur notre partenaire, et ça souvent c'est de manière très inconsciente, mais finalement on a beaucoup d'attentes car on s'est fait une image, une idée de la relation de notre partenaire, donc d'une relation finalement idéale, et dès que notre partenaire va sortir de ce cadre idéal et va nous montrer finalement ses défauts ou un petit peu ses zones d'ombre, on va être déçu et on va lui en vouloir pour ça. Il faut comprendre que là, une fois de plus, ça va créer beaucoup de conflits, beaucoup de tensions dans la relation de couple. On ne peut pas attendre de notre partenaire qu'elle soit parfaite. Quand on prend une personne, on prend le package, on s'engage avec un package et on s'engage avec les qualités et avec les défauts. Bien sûr, après, si la vision de couple n'est pas forcément la même et qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, là, on peut être amené à se poser des questions. Ou si finalement, il y a trop de défauts à notre goût et que finalement, on s'y retrouve pas, on peut être amené à se poser des questions. Ou si finalement, nos besoins sont pas forcément comblés et que finalement, on trouve qu'il y a une mauvaise polarité dans cette relation de couple, on peut aussi être amené à se poser des questions, mais il faut comprendre que ces pressions et ces projections, elles sont très présentes dans l'idéalisation et vont amener une pression énorme sur les épaules de notre partenaire qui va devoir rester un petit peu dans ce carcan de la personne idéale pour correspondre à nos attentes. Ce qui va nous amener à un quatrième point qui est vraiment la perte d'authenticité dans la relation. Étant donné que j'achète, on va dire, qu'une version de ma partenaire idéale sous une certaine forme, naturellement on va avoir une relation qui manque d'authenticité, étant donné que je ne vais pas vouloir connecter avec aussi ses défauts ou ses ombres. Donc finalement je vais me retrouver à interagir avec une image idéalisée plus qu'avec la personne que j'ai réellement en face de moi. Et un cinquième point, il y a souvent la difficulté à résoudre des conflits. Étant donné qu'on s'est fait une image parfaite de notre partenaire, non, on peut pas avoir de conflit, on peut pas avoir de désaccord, faut que ça soit toujours oui, faut que ça soit toujours de la validation, et si ça sort justement de ce cadre, c'est pas normal, et donc il y a ce refus du conflit, ce qui n'est pas forcément sain pour la relation de couple. On le sait, aujourd'hui un couple a besoin aussi du conflit pour pouvoir grandir, pour que chacun puisse s'exprimer, pour que chacun puisse aussi exprimer ses désaccords, et c'est ce qui va permettre aussi de créer des nouveaux espaces, et de pouvoir ramener de la compréhension, de pouvoir ramener aussi un certain niveau d'intimité, de la communication, et de pouvoir grandir ensemble. Et c'est certainement aussi finalement ce manque d'authenticité et cette difficulté à rentrer dans les conflits qui fait que en fait on ne donne qu'une version de nous aussi, qu'on n'achète qu'une version de notre partenaire et qu'on a du mal à avoir une relation qui va être profonde, qu'on a du mal à avoir une véritable connexion émotionnelle, mais qu'on va aussi développer plein de non-dits. Finalement, vu qu'on adhère qu'à une version de notre partenaire, on va enfermer notre partenaire dans cette version et il y a plein de choses qu'elle ne va pas forcément nous dévoiler sur elle, sur ses besoins, sur ses envies, sur
ses fantasmes, parce que on l'a enfermé justement un petit peu dans cette version. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment cette idéalisation, finalement, elle entraîne des jeux de pouvoir qui sont très forts au sein de la relation de couple, et elle vient casser la polarité. Normalement, une polarité, c'est quand chacun est dans son énergie, chacun est dans son essence, chacun arrive à exprimer ses besoins, chacun arrive à poser ses limites, chacun se voit finalement comblé aussi dans la relation de couple. Alors oui, c'est pas évident de développer une très bonne polarité, mais c'est quelque chose qui se travaille, et quand je viens justement renforcer des jeux de pouvoir, je viens dépolariser la relation de couple. En fait, je viens créer une polarité qui n'est pas saine. Je viens créer une polarité de parent à enfant, de sauveur à sauvé, de bourreau à victime. Et ça ne peut pas fonctionner dans une relation de couple. C'est pas il y en a un qui gagne et il y en a un qui perd, c'est les deux sont perdants, parce que finalement, ces jeux de pouvoir vont tirer le couple vers le bas. J'espère que ces 5 points vont vous aider à reconnaître si vous êtes plus ou moins dans l'idéalisation ou pas, et peut-être pas du tout, et c'est tant mieux, et peut-être vous avez une relation qui est hyper saine, vraiment d'égalité d'adulte à adulte, et tant mieux pour vous, et peut-être que non, peut-être que vous êtes dans l'idéalisation, ou peut-être justement c'est l'inverse, et c'est votre partenaire qui est un petit peu dans l'idéalisation, donc ça va vous permettre d'amener de la compréhension plus sur votre partenaire, sur ses besoins, sur sa façon de fonctionner, et même si votre partenaire est dans le refus de changer, parce qu'elle est très accrochée à ça, et qu'il y a encore beaucoup d'insécurité, et qu'elle n'est pas prête forcément à changer, en changeant vous, votre posture, et en ayant plus de recul sur les projections qu'elle peut avoir, ça peut vous permettre déjà d'améliorer la relation, et de vous sentir dans une relation un petit peu plus équilibrée. Alors bien sûr, cette idéalisation, elle peut avoir plusieurs origines. Ça peut être, j'ai un besoin de sécurité émotionnelle qui est énorme, j'ai besoin d'être sécurisé par ma partenaire, d'être aimé, et je vais finalement idéaliser notre relation et avoir une fois de plus plein d'attentes. Ça peut venir d'expériences passées qui ont été compliquées, de déceptions amoureuses, qui fait que maintenant dans ma nouvelle relation, je projette justement toutes ces déceptions que j'ai eues par le passé, et que ça ne peut plus être autrement, que ça doit être parfait, que je dois avoir le partenaire idéal, donc une fois de plus plein de pression et plein d'attentes sur ma ou mon partenaire. Ça peut être tout simplement le fait de fantasmer une relation, d'imaginer la relation parfaite avec la femme parfaite ou l'homme parfait, et finalement une fois de plus de projeter tout ça au sein de la relation, et d'attendre que ma partenaire ou mon partenaire réponde à toutes les qualités que je désire chez une personne, et qu'il puisse avoir la même vision que moi, les mêmes centres d'intérêt. Alors oui, dans une relation, c'est bien de se mettre avec une personne qui a la même vision, les mêmes centres d'intérêt, mais il faut aussi comprendre qu'on est tous quand même très différents, et qu'on vient aussi chercher une forme de complémentarité. C'est aussi ce qui fait finalement la polarité, et les hommes comme les femmes, on a tous des essences différentes, et on a tous des besoins une fois de plus différents, et on peut pas attendre d'avoir finalement une paire qui est identique à nous, qui voit les choses de la même façon que nous, et qui fait exactement les mêmes choses que nous, qui s'exprime comme nous. Ce n'est pas une relation viable. C'est important une fois de plus de comprendre que dans une relation de couple, on vient chercher justement une fois de plus un sens de complémentarité, et que la relation de couple, c'est un jardin dans lequel il y a plein de mauvaises herbes qui poussent régulièrement, et que je vais être amené à faire des efforts en continu, que ce soit sur ma communication, sur ma sexualité, sur mon intimité, sur mes insécurités, sur mes projections, sur mon passé, sur ce que j'ai envie de construire avec l'autre personne. Donc c'est vraiment un travail continu, et c'est là où je le vois, la relation de couple nous fait énormément grandir. Moi je pense que c'est ce qui m'a fait le plus grandir sur ces 8 dernières années, et à partir du moment où on s'engage dans une relation de couple, il faut être prêt à payer une fois de plus le package, et à savoir qu'il y aura des moments d'expansion, des moments incroyables, de construction, et des moments de contraction, de doute, de peur et d'insécurité. Ça fait partie justement de la vie amoureuse de la relation de couple. Enfin, au niveau de l'origine de l'idéalisation, on peut vraiment avoir le manque de maturité affective, et notamment avec les archétypes. Dans votre construction, entre l'enfance à l'âge adulte, je vous en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, les archétypes, vous les avez quand vous êtes adulte, donc une fois de plus, le roi, le magicien, le guerrier et l'amant, dans des formes dysfonctionnelles ou dans des formes équilibrées, en fonction de comment vous avez grandi, de votre environnement et de votre personnalité. Et quand vous êtes petit, donc quand vous avez 2 ans, 3 ans, 5 ans, 14, 15 ans, vous avez aussi les archétypes. Et dans les archétypes, vous avez au départ l'enfant roi qui vient au monde et qui crée l'espace, et tout vient à lui. Vous avez après l'enfant oedipien qui va donc nourrir des sentiments avec ses proches, avec ses parents, et qui va être donc dans la partie affective et émotionnelle. Vous avez après l'enfant précoce qui va s'intéresser au monde, donc là ça fait référence au magicien, et qui va engranger de la connaissance. Et vous avez l'enfant héroïque, donc l'enfant guerrier, qui va commencer à faire un petit peu ses premières cascades. Ce qu'on voit en fait dans la maturation de l'homme, et je pense que c'est pareil pour la femme, c'est qu'au moment de l'enfant oedipien, donc oedipien c'est quand finalement je vais être amoureux notamment du sexe opposé, donc si je suis un homme amoureux de la mère, si à un moment j'ai pas coupé le cordon, ou si à un moment j'ai pas eu mon père pour me montrer que j'étais pas l'amoureux de ma mère, et que c'était bien mon père l'amoureux de ma mère, et que j'étais finalement juste son enfant, et que c'était pas forcément le même amour, et qu'un petit garçon a besoin de couper le cordon avec sa mère, et bien naturellement je vais conserver ce complexe d'Oedipe, et je vais continuer à le développer, et c'est ce qui fait que je vais peut-être avoir une forme d'idéalisation vis-à-vis de ma mère, et cette idéalisation, je vais peut-être justement, de manière inconsciente une fois de plus, la projeter
dans mes prochaines relations. Sans forcément le savoir, je vais rechercher des femmes qui ont aussi un statut de mère et qui vont avoir une position finalement de mère, donc de parents, pour me sécuriser émotionnellement, pour m'apporter de l'amour, comme le faisait ma mère. Et pour peu que ma mère était une figure d'inspiration, que j'ai eu un lien très fort avec ma mère, ou que j'ai eu une mère qui était dans l'hyper-sécurité, qui était tout le temps en train de me mettre sous son aile, tout le temps en train de prendre soin de moi, et qui a compensé peut-être un manque de figure paternelle, ça va venir renforcer cette idéalisation, et je vais avoir du mal à m'en détacher. Et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un suivi thérapeutique pour revenir un petit peu dans le passé, voir finalement cette construction de l'enfance à l'âge adulte, les rapports que j'ai eus avec ma mère et avec mon père, les manquements que j'ai eus, les carences, les besoins qui n'ont pas forcément été comblés, et voir finalement comment je peux venir couper ce cordon avec ma mère, si en tout cas je sens qu'aujourd'hui en tant qu'homme il n'est pas coupé, et que je suis encore dans cette forme d'idéalisation, et que dans les femmes que je recherche, j'attends finalement un petit peu des mères, des femmes qui ressemblent à ma mère. Et une fois de plus, je vous le dis comme ça, c'est inconscient, c'est pas conscient, vous n'êtes pas en train de rechercher votre mère dans une autre femme, mais possiblement c'est ce qui se joue. Je sais que moi dans ma relation avec Chloé, au départ, je recherchais justement une femme forte, une femme charismatique, une femme leader, une femme finalement qui ressemblait à ma mère, et c'est que par la suite que j'ai pris du recul, et avec des conversations avec Chloé, et puis avec aussi un accompagnement thérapeutique, et avec un travail un petit peu sur justement les archétypes du masculin, que j'ai pu mettre ça en perspective et comprendre d'où venait finalement cette idéalisation. Elle venait pas d'un besoin d'hypersécurité émotionnelle ou d'expériences passées qui étaient compliquées parce que j'avais eu des relations amoureuses décevantes, elle venait du lien que j'avais par rapport à ma mère, du cordon qui n'était toujours pas coupé, et que finalement j'étais encore en train de projeter ça dans ma relation de couple avec ma partenaire. Donc finalement, comment sortir de cette idéalisation ? Je pense que la première chose, et on en a parlé là, c'est vraiment de pouvoir en prendre conscience, de vraiment la reconnaître déjà et d'accepter qu'elle est présente et de pas la dramatiser en se disant waouh, franchement ça craint. Pas du tout, c'est quelque chose qui est assez présent. Il y a beaucoup d'hommes qui idéalisent leur partenaire, leur femme, et il y a beaucoup de femmes qui idéalisent aussi leur partenaire masculin. Ça peut être intéressant une fois de plus d'engager un travail thérapeutique si vous avez le besoin d'un accompagnement par rapport à ça, pour justement venir un petit peu tirer toutes les ficelles, démêler tout ça, voir l'origine de cette idéalisation, voir ce qui se joue dans votre relation, ce qui est projeté, les attentes. Ça peut être même une thérapie de couple, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Après, c'est important de vous sentir en sécurité avec un thérapeute, avec lequel vous vous sentez en sécurité, et vous êtes en capacité d'être vulnérable, et que vous allez pouvoir justement aller creuser dans toutes ces mémoires et faire remonter un petit peu des choses pas toujours confortables à la surface. Le deuxième point, ça va être de venir retravailler mon estime de moi. Plus je vais retrouver une bonne estime de moi, plus je vais arriver à me valider moi-même et pas attendre que les autres me valident ou que ma partenaire me valide, et plus finalement ça va être évident de revenir dans une position d'égal à égal dans ma relation de couple, mais avec les autres personnes qui m'entourent. Troisième point, ça va être de revenir dans une énergie mature, et là je fais référence une fois de plus aux archétypes, de revenir dans cet amant qui est équilibré, dans ce roi équilibré, dans le guerrier équilibré et dans le magicien équilibré. Je vous invite une fois de plus à télécharger mes guides sur les 4 grands archétypes du masculin pour comprendre justement la psychologie masculine et voir quelles sont les formes incarnées, immatures, matures chez vous, et de voir comment vous pouvez revenir dans votre axe et revenir dans les archétypes qui sont dans leur pleine puissance, et finalement explorer toutes les facettes de vous et de votre masculinité. Je vous invite aussi à télécharger le guide sur les routines masculines pour pouvoir les incarner au quotidien. Donc c'est des routines avec plusieurs pratiques de biohacking qui vous permet de venir cultiver les qualités de ces différents archétypes, et en fonction de si vous sentez qu'il y a un manquement ou une carence au niveau du roi, au niveau de l'amant, vous pouvez venir faire plus la routine du roi et de l'amant pour venir réincarner l'amant et le roi à l'intérieur de vous. Quatrième point, ça va être de comprendre, exprimer et respecter vos besoins d'homme au sein de la relation de couple. Les 3 principaux besoins d'un homme dans la relation de couple, ça va être la liberté, le fait de se sentir utile et le fait de se sentir valorisé par sa partenaire. Je pense que je ferai un épisode de podcast prochainement par rapport à ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est important pour un homme de se sentir libre, utile et de se sentir valorisé par sa partenaire, même s'il n'est pas toujours parfait. Je dépose ça là. Et le 5e point, ça va être de venir retrouver de la polarité dans votre relation de couple, retrouver une relation sur un pied d'égalité, d'adulte à adulte, et de vraiment sortir des jeux de pouvoir. Là, je vous invite vraiment, si vous connaissez pas forcément mon programme couple initiatique que j'ai fait avec ma partenaire Chloé, je vous invite à aller le visionner. Je vous mets un lien qui sera dans la description de l'épisode de podcast. C'est un programme justement sur la polarité de couple, sur comment développer une relation saine, une relation épanouissante, une relation passionnée et une relation solide. Donc on va venir travailler sur les différents axes de la relation, la polarité, la compréhension
compréhension des besoins de l'un et de l'autre, la communication, le fait d'avoir une vision de couple et de pouvoir s'engager dans cette vision de couple, et finalement ça nous permet de mieux nous connaître à travers le couple, ça permet aussi de mieux comprendre et connaître notre partenaire, et ça permet d'évoluer ensemble main dans la main. Voilà, j'espère qu'en tout cas c'est un épisode de podcast qui vous apportera des éléments sur votre relation de couple et qui vous fera progresser à un certain niveau. Si vous êtes dans l'idéalisation, j'espère que ça vous permettra d'en prendre conscience et déjà d'avoir des pistes de travail pour sortir de cette idéalisation. Et si c'est le cas inverse et que votre partenaire est dans l'idéalisation, j'espère que ça vous permettra d'adopter une posture différente qui va vous permettre d'aider d'une certaine façon votre partenaire à sortir de cette forme d'idéalisation sans être dans une posture de sauveur une fois de plus ou de parent qui a envie de sauver ou de réparer sa partenaire. Partez du principe que même si ce n'est pas vous qui vivez l'idéalisation, mais que c'est votre partenaire qui la vit, votre posture est déterminante parce qu'en fonction de la posture que vous allez prendre, vous allez mettre l'autre dans une posture justement inverse. Si vous vous positionnez en parent et que vous continuez à vous positionner en parent parce que votre partenaire vous positionne en parent parce qu'il joue l'enfant dans la relation couple, partez du principe que vous allez renforcer sa posture d'enfant et vice versa. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.